autre sujet, la France maintenant. Vous allez peut-être nous dire, messieurs, qui sera le prochain président en France. On va le savoir peut-être dans cette émission. Des candidats déjà déclarés, d'autres qui s'apprêtent à le faire en France à 1 an de la prochaine présidentielle. Et pour la première fois, peut-être depuis la création de la Ve République, cette élection a toutes les allures d'un saut vers l'inconnu dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes et un échiquier politique en plein bouleversement. Alors parmi les candidats déclarés, on va en citer quelques-uns, Bruno Retailleau pour les Républicains, et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, Édouard Philippe pour le parti Horizon, Jordan Bardella ou Marine Le Pen, pas déclarés forcément, parce que, bon, évidemment, ce sont des candidats probables, plus que probables d'ailleurs, pour le Rassemblement national donc. La liste est longue aujourd'hui, avec d'autres candidats probables à gauche, au centre et à droite. Alors, M. Jean-Paul Benoît, il y a beaucoup d'aspirants quand même pour une élection qui s'annonce, disons, improbable. Et voilà, dans un climat d'incertitude, quelle lecture faites-vous de ce qui ressemble quand même déjà, on le sent, à une pré-campagne en France? Bon, je ne fais aucune lecture parce que j'aime lire les bons livres. Non, donc, vous vous contentez d'observer simplement, d'écouter? J'observe ce qui se passe. Oui. Bon, moi, je ne suis pas particulièrement surpris parce que la fonction présidentielle, depuis un certain nombre d'années, s'est un peu dégradée. Après des personnalités comme Chirac, Mitterrand, on a eu Sarkozy, François Hollande. Il faudrait bien un président quand même. François Hollande n'a pas réussi à se représenter et M. Macron joue au président. Et maintient l'ordre lors des réunions internationales. Là, vous faites dans le sarcasme, maintenant. Je fais dans le sarcasme. Bon, je deviens sérieux. Vous avez cité les candidats, vous en avez oublié. Il y a Mme Tondelier qui va être candidat. Il y a M. Olivier Faure qui va être candidat. Qui vont quand même passer par les primaires. Hein. Non, ça ne marche pas, les primaires. Non, mais c'est probable. Non, ce sont des candidats probables. Ce sont des candidats probables, mais il n'y aura pas de primaire à gauche, puisque M. Boris Vallaud vient de quitter la direction du PS. Donc on est dans une espèce de mayonnaise qui ne prend pas et personne ne s'impose réellement. Jusque-là, les Français qui vous écoutent n'iraient pas voter. Hein. Mais les Français iront finalement voter. Bah oui, il y a deux, hélas, il y a deux partis qui sont présents, qui sont structurés, qui disent ce qu'ils veulent. Ils disent clairement, c'est LFI et le Front National. Oui. Pour ma part, je pense qu'il faut éviter à la République l'une ou l'autre de ces solutions. Ni LFI, ni le Front National. Alors quand on a dit ça, alors, quel est le candidat qui peut s'imposer? À quoi ressemble le paysage? Vous allez me le dire, M. Jean-Paul Benoît. Non, du haut de votre expérience. Il faut être au second tour. Oui. Et si on a une multitude de candidatures à droite, je parle de la droite républicaine et de ce qui restera du macronisme, et à gauche et au centre-gauche, aucun de ces candidatures risque d'être au second tour. Si on a 3 candidats de la gauche républicaine, plus LFI, si on a 3 ou 4 candidats de la droite, ça sera Marine Le Pen ou Bardella face à Jean-Luc Mélenchon. Moi, je souhaite qu'on évite cette confrontation. Parce qu'on parlait des systèmes des boucs émissaires, voilà les partis qui adorent trouver des boucs émissaires. Mélenchon a les siens, Marine Le Pen a les siens. La question que les Français se posent aujourd'hui, quand les Français débattent de cette question, je vais vous la poser, M. Jean-Paul Benoît. Avez-vous une idée de la personne pour qui vous aimeriez voter dans 1 an? Les Français, actuellement, tous les sondages prouvent que l'opinion des Français sur la politique est la plus mauvaise qu'on ait jamais connue. Donc ça aussi, souvent avant les élections, on dit les hommes politiques, etc. Vous confirmez donc le climat d'incertitude? Au jour d'aujourd'hui, je n'ai réellement envie de voter avec enthousiasme pour personne. J'irai voter parce que je suis un citoyen engagé. Et ma démarche personnelle, qui n'a pas d'intérêt, ça sera d'éviter le pire, c'est-à-dire Marine Le Pen ou M. Mélenchon. Donc, on sait pour qui vous ne voterez pas, mais on ne sait pas pour qui vous voterez. Je ne sais pas quel sera le candidat de la droite républicaine et je ne sais pas quel sera le candidat de la gauche républicaine. À gauche, François Hollande rêve de revenir. Il croit à la résurrection, c'est très bien. Il y en a un autre qui n'est pas mauvais, c'est Bernard Cazeneuve, qui a été un bon Premier ministre. Il n'est pas candidat à déclarer. Non, il va se déclarer, il a commencé à le dire.
Bon, à droite, j'invente rien, il y a M. Retailleau. Retailleau, il est tout à fait représentatif d'une droite classique, et Retailleau a le mérite d'avoir toujours dit à peu près la même chose. Donc, il est sérieux. Il y a M. Philippe, qui, après avoir été Premier ministre de Macron, a demandé à ce que Macron s'en aille. Ça n'a pas plu à tout le monde. Oui. Bon, donc... Bon. C'est mais il y a quand même des sondages. Hein, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait un homme politique... Que disent les sondages? Oui, un homme politique qui parle de l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est les problèmes de l'intelligence artificielle, c'est la souveraineté européenne, c'est les problèmes de défense, c'est les problèmes sociaux et de niveau de vie. D'accord. Toutes ces questions, on n'en parle pas. Évidemment, ce sont on des n'en questions parle pas. qui seront peut-être inscrits au programme des candidats. Il faut qu'un candidat... Oui. Qu'un candidat ait le courage de dire les choses, même des choses désagréables. Parce que si on veut... Oui, on ne sait pas qui est candidat. Mais je ne sais pas. Qui les Français voteraient. Parce qu'on dit que la présidentielle, c'est la rencontre entre un homme, une femme. Et oui, c'est vrai d'ailleurs. Et les électeurs. Mais aujourd'hui, évidemment, on a du mal, évidemment, on finira par à déceler des rendez-vous certains. Non, mais on aura des candidats. On finira bien par en avoir. Alors, des sondages. Les récents sondages, tous instituts confondus, donnent le RN en tête au premier tour avec Jordan Bardella ou Marine Le Pen, devant Édouard Philippe, candidat du parti Horizon, en mesure de se qualifier, dit-on. Pour le deuxième tour, ensuite, viennent Gabriel Attal, candidat du centre, Jean-Luc Mélenchon, qui donc est crédité en termes de tension de vote. 12% actuellement. 12%, 13%. Et Raphaël Glucksmann aussi, qui... voilà. Voilà des gens qui sont... Je ne sais pas quelle position d'ailleurs, en tout cas, entre 11 et 12%. Qu'est-ce qu'il faut penser de ces sondages, Grégory ? C'est vrai qu'il y a un flou total. Un an avant, les sondages ont toujours été inexacts. Oui, non, sur ça, mais c'est surtout par rapport à actuellement, quand on regarde les forces en présence, les candidats potentiels qui vont se présenter pour la présidence, entre ceux qui se sont déjà déclarés et ceux qui aspirent à l'être, c'est vrai que ce n'est pas très enthousiasmant et pas très rassurant pour la France. Quand on voit que le nombre de candidats, a priori, ce qui sort des journaux, potentiellement, il pourrait y avoir 16 candidats. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une montée d'élection après élection, le chiffre commence à monter. Là, on pouvait un peu sourire que sur le continent africain, il y avait toujours beaucoup de candidats à la présidentielle. On voit qu'il y a une africanisation de l'élection présidentielle. On a oublié M. de Villepin, qu'il s'agit de beaucoup. Oui. Ah oui. Donc, on ne sait pas pour l'instant, en tout cas, dans les sondages, il n'est pas indiqué. Moi, parce que son intention n'est pas... Si, il est indiqué dans la liste des gens préférés des Français. D'accord, mais pas il vient en 4e position. Il n'est pas encore dans la liste des probables. Il va peut-être rejoindre la liste bientôt. Oui, il en brûle d'envie. Ce que je pense, ce n'est pas forcément le mot que vous avez employé, mais moi, je vois qu'il y a quand même une désacralisation de la fonction présidentielle. Et le fait qu'il n'y ait pas un homme qui soit, on va dire, avec une certaine assurance, une force, une légitimité, j'ai l'impression qu'on assiste finalement dans cette classe politique à un nivellement vers le bas où tout le monde croit qu'il peut être président demain. Oui, ça, c'est voilà. Et donc, en fait, j'ai même l'impression, pour aller un peu plus loin, que les gens, en fait, ne cherchent pas forcément la finalité, être président avec un projet de société et gouverner la France. C'est plutôt de se dire qu'on va viser plutôt les 5% qui permettent de rembourser les frais de campagne. Sur les 16 candidats, il y a des candidats, honnêtement, ils ont... Ce n'est pas ce que vise Mélenchon, ce n'est pas ce que... Non, pas ça. Moi, je parle sur les 16 candidats. On voit qu'il y a un panel qui est important. Et moi, je pense, vous savez, pour un homme politique, quand je vois certains candidats, honnêtement, qui se présentent, vivre une campagne présidentielle où on sait qu'il va y avoir des militants, vous allez être au centre des attentions, vous allez être médiatisé. Oui, ça a toujours existé, mais là, il y a beaucoup plus que d'habitude. Ouais, parce que là, si on... Vous voyez qu'ils sont tous comme ça, finalement. Non, j'essentialise pas les choses et je ne vais pas les mettre tous ensemble, mais ce qu'on pourrait se dire, c'est que si on était quand même avec un certain pragmatisme et une volonté vraiment de gagner, il y aurait davantage de coalitions entre les candidats. C'est un peu là... Non, ça viendra, j'espère. Je pense que ça va venir, c'est ce qui se dit. Cazeneuve, il va peut-être... non, mais il ne faut pas oublier que la candidate socialiste a fait 1,5% et la candidate de LR avait fait 3%. On n'est pas en train de parler d'une élection municipale ni de sénatoriale. On parle d'une élection du président, de la présidente de la République. Bien sûr, mais je vous dis, là, ce qui est sûr... Donc, est-ce qu'il y a des grandes figures qui se détachent pour l'instant, à mon avis, non. Aujourd'hui... Vers lesquelles
les électeurs pourraient se projeter. Aujourd'hui, il y a un fantasme auprès des médias, c'est que ce ce seraient les deux extrêmes qui arrivent au pouvoir parce qu'il y a une forte personnalité entre Jean-Luc Mélenchon et de l'autre côté, potentiellement Bardella ou Marine Le Pen. Oui. Mais là, aujourd'hui, trouver une autre figure, on sait que Dominique de Villepin a ce potentiel, mais c'est difficile de trouver. Est-ce que vous projetez une France dirigée par Jordan Bardella, vous ? Non. Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Mais... Non, mais il sera battu, Bardella. Moi, je pense que Bardella, dans une campagne électorale, s'effondrera. Parce qu'une campagne présidentielle, ça n'est pas une récitation comme il le fait. Il a fait des progrès d'ailleurs dans sa récitation. C'est pas une récitation devant des journalistes. Une campagne présidentielle, c'est une bataille de tous les jours. Il faut l'expérience intellectuelle, physique et politique. Alors, que nous dit justement l'hypothèse d'un Bardella présidentiable sur l'état de la vie politique en France? La société va très mal parce que aujourd'hui, le rang de la France qui est le sien, qui doit être face à des défis aussi d'une mutation de sa société, notamment avec l'intelligence artificielle, la modernisation, ou même d'une manière générale, la compétition économique. Quand même, oui, mais c'est pour ça que tout à l'heure vous m'avez enlevé. Il y a des enjeux majeurs. Il y a des enjeux majeurs. Vous m'avez enlevé le mot de ma conclusion. Moi, je pense que ce qui va être déterminant plus que les hommes, parce qu'il n'y a pas fondamentalement, il y en a comme quelques-uns, mais très peu d'hommes charismatiques, ça va être les sujets de cette campagne qui vont être intéressants. Si le sujet restera plus tard dans d'autres émissions. Oui, mais si le sujet est l'immigration, nous parlons des figures. Oui, bien sûr. Mais c'est important parce que les deux sont corrélés. Les deux sont corrélés parce qu'aujourd'hui... On n'en aime pas au programme, parce que là, vous sautez finalement qui va incarner les programmes. On commence d'abord par l'incarnation. Nous parlons de l'incarnation aujourd'hui. Quand Mitterrand était élu, c'était le patron de la gauche sans contestation, même s'il y a des gens qui à l'intérieur le critiquaient. Et à droite, on avait Chirac. Ça s'appelle les incarnations. C'est ce qu'on appelle les incarnations, même s'il y a eu le duel avec Balladur. C'est ça. Mais quand vous dites, pour répondre juste à votre question, pour ne pas monopoliser la parole, c'est que quand vous dites qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça incarne d'avoir un Jordan Bardella... Qu'est-ce que ça nous dit de l'état de la vie politique en France? Ce seul fait d'avancer cette hypothèse sur les médias. C'est devenu, finalement, tout le monde s'y habitue. Ça nous dit, je vous dis, ça renvoie à un pessimisme, parce que pour faire un sujet principal, l'immigration, qui est un sujet de fracture, un sujet de porteur de négativité et non un projet de construction pour savoir quelle société on veut pour la France pour ces 5 ans, 10, 15, 20 ans, c'est ça que ça nous renvoie, quelque chose de négatif. Alfred. Alors, je ne suis ni Madame Soleil, ni Astérix. Je ne t'embrouille pas. Je ne t'embrouille pas. N'est-ce pas, la marmite pour sortir une figure d'incarnation du politique. Non, la situation actuelle, Francis, tu as commencé par utiliser le mot incertitude. Oui, ça c'est heureusement en démocratie. Ce mot, avant l'élection, c'est l'incertitude. Heureusement. Elle est importante dans la mesure où, quand on voit toutes les figures aujourd'hui qu'on fabrique comme potentiel candidat à la présidentielle, parce que les médias fabriquent beaucoup ces figures-là. Et puis, certains patrons de presse, Bolloré pour ne pas le citer, qui met en branle tous les moyens possibles pour promouvoir la candidature du Front National. Rassemblement national. Pour moi, c'est c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Vous avez le droit. Pour moi. Donc, on peut dire bonnet noir et noir bonnet, n'est-ce pas? Donc, pour promouvoir cette candidature, montre effectivement qu'il y a quand même une forme de, au sein de l'opinion française, il y a quand même une forme de crise, j'allais dire, politique, mais éthique importante, puisque c'est vrai, on me dira, le Front National, avec Jean-Marie Le Pen, avait été là, Marine Le Pen avait été là aussi. Mais imaginez qu'un Bardella, mais allez, on ne va pas lui faire un jour, mais qu'il y a un zéro en politique. Et qu'on essaie de fabriquer, de nous présenter comme impossible, ça signifie la dégradation quand même de la qualité de la scène politique française. Moi, je préfère voir quelqu'un comme Dominique de Villepin qui a cette incarnation, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Moi, je réponds non. Beaucoup de Français, beaucoup de Françaises ne l'aiment pas. Oui, ça, c'est mais
par rapport à tous ceux qu'on a cités aujourd'hui, Philippe, Édouard Philippe, je ne sais plus, Vallaud Belkacem. Non, mais Vallaud ira pas. Non, mais Fred est très clair quand même. Au moins, il avance quand même. Il a un candidat. Personne il a un candidat. Il a répondu à la question. Personne d'entre eux n'a la carrure de Dominique de Villepin. Moi, je n'ai pas encore qui a une vision pour la France, qui est cohérent et qui est au-dessus du lot par rapport à tout cela. Mais malheureusement, comme il n'a pas de parti derrière lui, c'est très compliqué justement pour s'imposer dans l'espace politique actuel de la France. Bon, donc très claire, très on a quelqu'un qui Villepin déjà un électeur. C'est ça. Bon, ça va le rassurer. Je vous propose d'écouter le grand citoyen des Grands Lacs. Mais un bon électeur. Souvent, quel regard vous portez sur cette France les Grands Lacs, allez, on va se noyer là. Souvent dans les médias... Pourquoi c'est un rapport avec les Grands Lacs? Jean-Paul Benoît est en pleine phase. Il essaie de perturber là. Dans certains milieux, ou même souvent dans les médias, on a l'impression, en fait, on veut présenter ce qu'on veut que ça arrive. Il faut rentrer dans la réalité des choses. Plusieurs présidents, ou au moins 2 ou 3, ont été élus parce qu'ils étaient en face d'eux dans la dernière, donc dans la finale, je dirais entre guillemets, il y avait le Front National ou le Rassemblement National. C'est-à-dire que les gens votaient contre le Rassemblement National. Ne votez pas pour la personne. Oui, il faut bien qu'il y ait un gagnant dans une compétition. Exactement. Mais on constate que de temps en temps, les gens, à un certain moment, comme en fait les mêmes et les autres candidats, ils ont un discours qui se rapproche finalement de celui du Rassemblement National, les gens de plus en plus lâchent cette affaire, vont lâcher cette affaire de se dire on va voter contre. Ce qui fait que, à un certain moment, je pense même, ce n'est pas exclu, le Rassemblement National peut arriver au pouvoir parce que les gens, finalement, vont se dire, on a tellement donné les idées, les idées de partis des uns des autres, mais la population a finalement adopté ces idées. Regardez même au niveau de l'immigration. Quels sont les partis qui ont les mêmes idées que le Rassemblement National à une certaine période? Pratiquement beaucoup de partis. Disons spécialement le LR aujourd'hui. C'est à droite que ça se passe, comme vous dites. Oui. Non, mais la France est globalement à droite. Pas seulement à droite. Ah si, le LR de Retailleau, qui est très proche, mais Horizon n'est pas... Oui, vous avez le centre droit aussi. Horizon, oui, le centre droit. Mais le centre droit, c'est pas tous les partis. C'est ça. Oui, mais le centre droit ne représente pas grand-chose par rapport à certains partis ont banalisé le discours de l'extrême droite. Oui, tout à fait d'accord. Et globalement, la France est plutôt à droite. Bruno. Actuellement. Alors moi, je vais dire une chose, pour conclure. Moi, j'aime l'incertitude de la démocratie. Finalement, j'aime... Il y a beaucoup de candidats, il y en a sans doute trop, et il n'y a pas la figure charismatique. Mais je préfère vivre dans un pays où je ne suis pas sûr à l'avance qu'il y aura un candidat qui fera 99%. Ah oui, d'accord. On est tout à fait d'accord là-dessus. D'accord. Pas débat, là. Tout à fait d'accord. Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est une France qui s'interroge sur son avenir politique ou pas, ou alors... Non, c'est une France qui s'interroge sur son avenir politique et sur elle-même, parce que le monde a changé. Je dis, moi, l'intelligence artificielle, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est un phénomène majeur qui aura des répercussions éthiques, économiques, industrielles et qui fondera sans doute la puissance. Mais alors, est-ce que les acteurs politiques font justement ce travail de pédagogie pour expliquer à leurs concitoyens que ce monde a changé? Francis, je suis d'accord avec vous, pas assez. Il faut justement faire la pédagogie de l'avenir en disant, certes, il y a des problèmes à régler sur les retraites, sur la durée, sur les 35 heures, sur l'état des hôpitaux. Bref, il y a des séries de la vie, des sujets de la vie quotidienne, mais qui sont importants. Mais quand on veut incarner un pays pour 5 ans, on doit poser des questions majeures. Et les questions majeures, c'est quelle sera l'Europe et la France de demain? Et jusqu'à présent, la seule personnalité politique qui pose ces questions, c'est Dominique de Villepin. Ah, ça y est. Oui, mais vous... En conclusion? Oui, en conclusion, je suis d'accord avec Maître, mais vous ne voulez pas qu'on parle véritablement des sujets. Mais non, ce n'est pas le sujet. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Là. Je suis obligé de rebondir sur ce que vient de dire Maître. Oui, bien sûr.
Non, parce que là où il a raison, c'est qu'on ne parle pas aux Français, on ne dit pas la vérité, de savoir le nombre de métiers qui vont être touchés par l'intelligence artificielle et qu'est-ce qu'on propose en termes de formation. Dominique de Villepin le fait. Oui, au moins nous avons de cabinet. Non, mais nous avons au moins, je veux dire, quelqu'un qui nous avance un choix déterminé. À part parole cachée, là. Oui. Oui, mais il ne sera pas forcément candidat. Il y a un article dans le Canard enchaîné aujourd'hui qu'il faudrait lire à son sujet. Oui, en tout cas. Non, mais voilà, de Villepin, il a fait un bon discours à l'ONU parce que Chirac, qui était chef de l'État, avait décidé. Non, mais il a déjà dépassé ce stade-là, Jean-Paul. Oui, d'accord. Oui. Mais quand il était Premier ministre, ça n'a pas été un succès majeur. Absolument. Bon, mais en tout cas, le discours, en tout cas, le fait que Alfred rappelle évidemment ce nom, mais il a le droit. C'est intéressant en tout cas. Il a le droit de le faire. Parce qu'il n'est pas le seul à le faire, non. Parce que effectivement, il y a quand même, dans les discussions qu'on entend ici et là, il y a un choix qui se dessine, même s'il n'est toujours pas candidat. Et d'ailleurs, c'est le seul qui arrive quand il parle. On a l'impression qu'il n'est ni à gauche ni à droite. Les gens... personnellement, les gens l'admirent, qu'il soit de gauche ou de droite. Ni à gauche ni à droite, c'était le thème de Macron. Il ne reste rien de la Macronie aussi. Il faut dire qu'il ne reste rien de la Macronie. Vous pouvez conclure? Oui, je vais essayer de conclure. Quelle est conclure? Je vais essayer de conclure. Faites-le avec enthousiasme. Avec enthousiasme, oui. Avec calme. Non, il ne faut vraiment pas que. Il est traumatisé par Ranjanirine. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège que les extrêmes veulent apporter entre, d'un côté, l'immigration, et on va avoir cette redondance sur ce sujet, pour moi, qui n'est pas un sujet. Et en plus, quand il est traité, il ne l'est pas traité vraiment de manière, en tout cas sur le fond, parce que quand on parle d'immigration, on sait très bien que ça touche les cotisations de retraite, donc comment financer le système de retraite, de l'immigration comme d'un épouvantail, etc. Et de l'autre côté, LFI qui aujourd'hui veut essayer d'amener aussi ce sujet de Nouvelle-France, et on revoit finalement encore à cette société fracturée. Les vrais sujets sur lesquels on attend, c'est la modernisation de l'économie avec l'intelligence artificielle, l'Europe, là aussi je suis d'accord, et cette question aussi dans le jeu géopolitique, où la France doit, dans ce monde incertain, doit trouver vraiment sa place sur l'échiquier mondial. Je connais votre passion pour la politique française. C'est bien, mais je suis d'accord. L'occasion d'y revenir forcément.